Suite des contes de Mirbeau, grand 2.2, la pipe de cidre. Quand nous eûmes fini de déjeuner, Maître Lormeau, notre hôte, un des plus gros fermiers du Perche, nous invita à visiter son cellier. Vous allez voir une chose rare, une drôle de chose, bien drôle, nous dit-il. Ce qui était drôle surtout, c'était cette idée bizarre qui lui avait poussé tout à coup, après boire, et un jour d'ouverture de chasse où toutes les minutes sont comptées. Nous aurions mieux aimé retourner à la poursuite des perdreaux et des lièvres, mais il était entêté, le père Lormeau. De plus, son entêtement naturel se compliquait en cet instant d'une légère griserie. Malgré notre visible mécontentement, il insista, il exigea, et force nous fut d'en passer par où il voulait. « Vous regretterez point d'avoir vu ça », ne cessait de répéter le bonhomme, en nous conduisant au cellier. « Parce que c'est une chose tout à fait drôle. Des perdreaux, des lièvres, il y en a toujours, mais le gibier que je vais vous montrer, personne dans le pays, ni ailleurs, ni nulle part, ne peut se vanter d'avoir son pareil. Ah, dame, non !» Le cellier nous parut semblable à tous les celliers. C'était une vaste pièce, sombre, très fraîche, au fond de laquelle une vingtaine de grosses pipes de cidre étaient rangées symétriquement sur de solides chantiers. Dans un coin gisait l'armature démontée d'un pressoir. Ailleurs, c'étaient des rangées de cercles neufs et un tas de vieilles douves pourries, et encore des poulains, instruments de bois, qui servent à décharger les lourdes futailles pleines. Une odeur aigre de marc ranci s'exhalait de tout cela. « Nous y voilà, fit Maître Lormeau. Attention !» Mais soudain il sembla se raviser, et durant quelques secondes se gratta la tête, songeur et perplexe. « J'ai peut-être tort de vous faire voir ça, murmura-t-il, parce que c'est pas une chose naturelle. Enfin, vous êtes des amis, pas vrai? Des bons garçons. Vous n'irez point jaser là-dessus, à droite et à gauche. Quand vous serez sortis d'ici, ni vu, ni connu. C'est-il comme ça? Nous flairions une mystification, comme les paysans en état de gaieté aiment parfois à en inventer. Pourtant, ces paroles, ces précautions du père Lormeau nous intriguaient un peu. C'est dit comme ça, répéta le fermier. L'un de nous l'assura qu'il pouvait compter sur notre discrétion. Eh bien, dans ce cas, vous allez voir une chose bien drôle. Je ne vous dis que ça. Il se dirigea vers la pipe du milieu, la plus grosse, la plus large de toutes, et dont la face ronde était barbouillée d'une sorte de croix noire au goudron. « Savez-vous bien ce qu'il y a dans cette pipe » nous demanda-t-il. « Du cidre » répondit quelqu'un. Le bonhomme haussa les épaules. « Du cidre ! Bien sûr que c'est du cidre. Mais savez-vous bien ce qu'il y a dans le cidre ?»« Des pommes » criâmes-nous en chœur. « Des pommes, bien sûr que c'est des pommes. Vous êtes bien malins à nuit, mes beaux messieurs. Allons, Maître Lormeau, ne vous fâchez pas et dites-nous bien vite ce qu'il y a dans votre cidre. » Le vieux fermier nous examinait d'un regard oblique et méfiant. « Si je vous le disais pas, fit-il, vous seriez attrapés. Vous bisqueriez. » Avec tout cela, le temps passait, et par la porte ouverte du cellier, nous arrivaient des bruits lointains de coups de feu. « Père Lormeau, dis-je, nous ne savons point ce qu'il y a dans votre cidre, et nous brûlons de le savoir, parce que ça doit être très curieux. » « Si c'est curieux? Ah oui, c'est curieux. Personne n'a une chose curieuse comme celle-là. Il faudrait peut-être faire le tour de la terre avant de rencontrer une pareille. Matin, oui, c'est curieux. Ah, bon sang. Ah, mazette. Voyons, Père Lormeau, dites-le vite. » Le vieux réfléchit un instant, dodelina de la tête. « Oui, mais c'est bien entendu, vous n'irez point compter ça au gars de Paris, c'est ici comme à confesse. »« Oui, Père Lormeau. Eh ben, mes gars, dans cette pipe-là, dans ce cidre-là, il y a un homme. » Nous nous récriâmes. « En vérité du bon Dieu, il y a un homme dans cette pipe-là, dans le cidre-là. Un homme qui est haut, qui est gros. Un homme, si tant est qu'un Prussien, soit votre respect, soit un homme, comme vous, comme moi, comme tout le monde. Et je vais vous dire, je suis sûr qu'il y a un homme là-dedans parce que c'est moi qui l'y ai mis avec son sabre, son casque, ses bottes et tout. Il est là-dedans. Attendez donc, il est là-dedans. Puis, Maître Lormeau compta sur ses doigts. Depuis 17 ans. Il y aura 17 ans au mois de novembre. Accrochez-vous,
Taper sur la pipe, c'est point ordinaire, hein, de taper sur une pipe de cidre où il y a un homme depuis 17 ans. Approchez-vous. Et il ajouta en ricanant, on ne pourra toujours pas dire que celui-là n'a pas été baptisé. Approchez-vous donc. Nous étions consternés, et nous regardions la pipe, et il nous semblait voir, sous ses douves pacifiques, flotter dans le liquide jaune, des masses de chairs informes et gluantes, qui avaient été autrefois une créature humaine. Le père Lormeau revint près de nous. Il nous parut qu'il était alors dégrisé. On dit dans les journaux, nous allons avoir encore la guerre, fit-il, et désignant l'horrible pipe. C'est pourtant une chose triste que la guerre, bien triste. Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà l'histoire de ce pauvre bougre-là. C'était comme de juste en 1870. Nous n'avions point encore vu de Prussiens dans le pays, mais on savait qu'ils étaient pas loin. Un jour, tout de même, je vais porter du fumier dans les champs, et pendant que je déchargeais le tombereau, je vois venir de loin un homme à cheval qui était tout blanc et qui avait sur la tête quelque chose qui reluisait. Je pensais, cet homme-là, bien sûr, c'est un Prussien. Il arrive sans doute pour me tuer. En quelque temps de galop, il fut arrivé près de moi. Il arrêta son cheval, mit pied à terre. Pardi, il avait point trop une méchante figure pour un Prussien. Et le voilà qui me baragouine un tas de choses que je n'entendais point, comme de juste. Pourtant, je compris qu'il s'était égaré et qu'il me demandait son chemin. Même qu'il tira une bourse de sa culotte et qu'il me montra des pièces de monnaie. Et il m'offrait sans doute de le conduire. Écoutez, monsieur, je ne suis point un méchant homme, et je ne ferai pas de mal à une mouche. Mais voilà, la colère qui me prend et me monte aux oreilles. C'était peut-être parce que mes deux gars étaient partis à la guerre, et que je n'en avais pas de nouvelles. C'était peut-être parce que je me disais que les Prussiens allaient venir dévaster nos champs, nos maisons. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Je saisis ma fourche à deux mains, et de toutes mes forces, avec rage, je frappe l'homme. L'homme tombe, et je l'achève en lui enfonçant ma fourche dans la poitrine. C'est drôle tout de même, ces choses-là. Sur le moment, ça me fait pas plus d'émotion que si j'avais enfoncé ma fourche dans du fumier. Je ne pouvais pas laisser cet homme-là dans le champ, parce que les autres l'auraient trouvé. Et dame, c'était ma peau, n'est-ce pas? Le cheval, lui, était reparti en galopant, en hennissant. Je chargeai l'homme dans le tombeau et mis du fumier par-dessus lui, et je rentrai à la ferme. S'il faut tout vous dire, je n'étais pas trop fier. Non, cet homme, ce Prussien, me gênait. Qu'est-ce que j'allais en faire? Je pensais d'abord à l'enterrer, mais j'avais entendu dire que les Prussiens fouillaient la terre autour des maisons pour y découvrir les provisions cachées. Et puis, je me méfiais des chiens qui sentent les cadavres et qui vont gratter le sol dessus d'eux. Vraiment, j'avais du regret maintenant. Il fallait pourtant que je m'en débarrasse, car les Prussiens pouvaient arriver d'un moment à l'autre. Alors, voilà ce que je fis. La nuit, je me relevai, je transportai le militaire dans le cellier, je démontai ma plus grosse pipe de cidre, je mis l'homme dedans, je la remontai, la replaçai sur le chantier, et par la bonde, je fis couler du cidre jusqu'à temps que la pipe fût pleine. Et cela tout seul. C'était de l'ouvrage. Et une pipe de cidre perdue. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand il faut, il faut. Il n'était que le temps du reste, car les Prussiens vinrent le lendemain, et n'y virent que du feu. Et voilà, l'autre est là-dedans, depuis ce temps-là. J'ai point osé l'enlever. En ce moment, le facteur apparut à la porte du cellier. Bonjour, maître Lormeau. Et la compagnie, dit-il. Bonjour, mon gars. Un beau temps, maître Lormeau. Mais chaud, mon gars. Ouais, ben chaud, maître Lormeau. Tu ferais bien un coup de cidre, mon gars. Ce n'est pas de refus, maître Lormeau. Eh ben, mon gars, va t'en chercher à la maison, une vrille, un pot. Je vais t'en faire goûter un comme jamais tu n'en as bu. Va. Au bout de quelques minutes, le facteur revint, apportant la vrille et le pot. Mais Lormeau avait pris un fossé. Il se mit à percer la pipe de cidre et le cidre jaillit en un petit filet mince et remplit le pot. Après quoi, le fermier boucha le trou qu'il venait de faire dans la pipe avec le fossé. Vois ça, mon gars, dit-il au facteur, en lui tendant le pot plein jusqu'au bord. C'est du pur jus. Le facteur salua, sourit, essuya ses lèvres du revers de sa main. À votre santé, maître Lormeau. Et la compagnie, dit-il. Mais il avait à peine avalé une gorgée qu'il s'arrêta, fronça le sourcil et fit une grimace. Eh bien quoi, mon gars, dit maître Lormeau. Ça ne va point? Le facteur considérait le cidre.
Ouais, c'est du bon cidre, fit-il. Bien sûr que c'est du bon cidre, mais c'est drôle. Il a un goût quasiment comme mes potes, sauf le respect que je vous dois. Un mécontent. Il y avait l'autre mois, dans un département que je ne nommerai pas, une élection de députés. Les candidats ne chômaient point. On en comptait jusqu'à 4, d'opinions différentes et d'égal appétit. Un monarchiste, un opportuniste, un radical et un mécontent. Le mécontent, c'était M. Ulysse Périne. Issu de parents pauvres, presque mendiants, déplorables diables en guenilles que tout le monde dans le pays a connus, travaillant à la journée. M. Ulysse Périne, par on ne sait quelle paradoxale fantaisie de la vie, s'est élevé tout seul à une situation enviée et considérable qui en fait aujourd'hui un des personnages les plus importants de la région, d'autant plus mécontent qu'il est plus important. Ses commencements furent assez mystérieux. À son retour du régiment, où sa conduite n'avait rien eu d'exemplaire, il s'établit cafetier dans la petite ville de X. Ce fut un véritable événement, car on n'avait jamais vu à X semblable café, ni si luxueux. Périne ne négligea rien pour l'orner magnifiquement, des tables de marbre griottes, des dorures au plafond, des glaces, des banquettes de velours grenat, un comptoir ventru, tout en métal blanc qui reluisait comme un tabernacle. D'où lui venait l'argent? D'abord on supposa charitablement qu'il l'avait volé. Ensuite on raconta, non sans admiration et envie, qu'il le tenait d'une dame très belle et titrée, dont il avait été l'amant durant ses années de service. Au fond, on ne savait rien de précis. Péry gardait un silence gouailleur sur les origines de sa fortune. Il payait comptant, voilà qui était clair. De plus, il était de naturel gai, entraînant, beau parleur même, et instruit de beaucoup de choses, à ce qu'il semblait. Aussi, quelques personnages de l'endroit, plus lettrés que les autres, émirent-ils l'opinion que M. Ulysse Périne devait être de la police secrète. On le respecta et son café obtint un succès énorme. Tous les buveurs de bière et les joueurs de manille désertèrent les cabarets enfumés pour venir se prélasser sur les neufs et moelleux sièges de cet établissement que rehaussait encore le mystère dont il était sorti. Quant au père et à la mère Périne, ils continuèrent dans leur petit village d'aller en journée aussi maigres, aussi lamentablement vêtus que par le passé. Lorsqu'on leur parlait de leur fils, ils hochaient la tête et disaient avec une sorte d'orgueil « Il est si riche, si riche, si riche !» Ils moururent abandonnés dans un taudis, où le lit était une puante couche de vieux fumier. Au bout de 3 ans, Ulysse Périne était conseiller municipal et faisait au maire républicain centre-gauche, peureux et conciliant, une guerre acharnée et joviale. L'année suivante, lorsqu'il fut question d'élire un conseiller d'arrondissement, le cafetier fut choisi par le comité radical comme le seul candidat capable de battre le conseiller sortant. Péry fut élu. De jour en jour, sa considération grandissait avec sa fortune. Cependant, c'était un secret pour personne. Ulysse Périne prêtait de l'argent à la petite semaine. Même, on le disait très fort, pour entortiller les gens et pour ajouter sur les billets, dans un coup de boisson habilement préparé, des zéros imprévus aux chiffres convenus. Derrière la salle de billard, il y avait une petite pièce qui inquiétait et où des choses terribles, des ruines de petits cultivateurs, s'étaient, disait-on, silencieusement accomplies. On en voyait sortir parfois des paysans, avec des mines toutes retournées. Il y eut des plaintes. La justice, un instant, parut s'émouvoir. Mais il fut impossible de prouver quoi que ce soit. Les plaignants furent conspués et on accusa les curés de mener de sales intrigues contre un citoyen honorable, dont le seul tort était de ne pas aller à l'église et d'aimer le peuple. Péry, dans ces moments de crise, haussait les épaules et disait gaiement « Comment? J'oblige un tas de gueux, je m'expose, je me débrouille, et l'on gueule après moi. Si c'est comme ça, bonsoir, je ferme la caisse. » Du reste, quoi qu'il aimât le peuple, il se montrait impitoyable débiteur, en retard d'échéance. Mais si gaiement qu'on ne pouvait lui en garder rancune. En faisant vendre son dernier champ à un misérable paysan,
Il avait une façon si cordiale de lui taper sur le ventre et de l'appeler sacré farceur que le paysan était désarmé et concluait devant sa maison vide et ses champs évanouis: c'est tout de même un bonhomme, monsieur Périne, et qui est farce. Vers les élections au Conseil général, la lutte fut vive et Périne fut élu, à une grosse majorité. Tout en conservant son café et en pratiquant l'usure, il s'était lancé dans des affaires plus vastes, avait joint à ces deux métiers le métier de marchand de biens. Il achetait des domaines, des bois, des fermes, qu'il revendait ensuite, morcelés, par petites tranches. Ce diable d'homme possédait un flair extraordinaire pour ses spéculations hasardeuses. Souvent le soir, en fumant sa pipe, au milieu de ses amis éblouis, de ses coups d'audace et de ses coups de fortune, il disait avec orgueil: de la terre, ah, j'en ai acheté de la terre. J'en ai acheté si long, si large, qu'en la mettant bout à bout, elle ne tiendrait pas dans les 3 départements. Comptez donc, vous autres, si ça en fait des arpents et des hectares. À mesure qu'il engraissait, sa gaieté tournait à la farce. Il aimait à taquiner les gens, à les mystifier cruellement, surtout les petits et les pauvres, car malgré ses opinions radicales, hautement affichées, il avait naturellement un fond de respect servile pour les riches et les hommes en place. Aussi dans le pays, ce n'était plus de la considération qu'on avait pour M. Périne, c'était de l'admiration, de l'enthousiasme, de la fierté. Les notaires menaient le branle de sa popularité, les huissiers venaient derrière qui jouaient de la flûte, comme derrière le char de l'empereur romain. Un jour, il arriva que M. Périne vendait son café, et l'on apprit avec une certaine stupéfaction qu'il venait d'acheter pour son compte, et presque à vil prix, le beau domaine de Branchefleury. Châtelain un cafetier, cela même chez les démocrates et plus avancés, renversait toutes les idées reçues, toutes les notions acquises sur la hiérarchie sociale. Évidemment, il devait y avoir là-dessous des histoires très curieuses et très malpropres, des micmacs de voleurs. Et il y avait surtout une forte jalousie qui aiguisa, contre le nouveau seigneur, les langues provinciales. Branchefleury appartenait au baron de V, un jeune écervelé qui ne connaissait pas le prix de l'argent, et l'on n'ignorait point que depuis longtemps, le baron était dans les griffes de Périne. Pendant quelques semaines, on chuchota, mais M. Périne tout à coup se déclara mécontent. Il en avait assez, lui aussi, des bandits qui ruinent et déshonorent la France. Il voulait la grandeur de la France. Il exigeait que la France reconquît son rang parmi les nations. Il envoya au général Boulanger plusieurs adresses où il affirmait son propre mécontentement et le mécontentement du peuple, où il parlait du dévouement, d'impopularité, d'honnêteté, de dissolution. En même temps, il s'installait bruyamment dans son nouveau domaine, achetait des chevaux, des voitures, construisait à la place d'un vieux moulin une immense scierie mécanique qui devait faire la richesse de tous. Puis c'était des briqueteries, des fromageries, des fours à chaud, des fermes modèles qui allaient imprimer un mouvement industriel et fécond à ce petit pays immobilisé dans la routine. Et Périne parcourait la campagne clamant: qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que veut Boulanger? Qu'est-ce que nous voulons tous? Être contents. Or, nous sommes mécontents. Voilà, nous souffrons. Vive Boulanger! Alors l'enthousiasme revint plus acharné que jamais, malgré les jalousies qui s'éveillaient dans ses cœurs et les inquiétudes qui se levaient des consciences troublées. En dépit de son mécontentement, M. Périne, châtelain de Branchefleury, restait gai et farceur, comme avait été M. Périne, cafetier, usurier, marchand de biens et content. Il tapait toujours sur le ventre des honnêtes gens, familièrement, mais sous ses allures joviales de bon enfant, c'était le propriétaire le plus féroce qu'on pût rencontrer. Il ne permettait pas que les pauvres ramassassent dans ses forêts le bois mort, les fougères et les feuilles sèches. Ses gardes défendaient, armés jusqu'aux dents, l'entrée de ses chasses. Il faisait poursuivre à coups de pierre les promeneurs qui, le dimanche, s'aventuraient dans ses allées. Avec cela, de mauvaise foi et de mauvaise paix, et toujours en discussion avec les ouvriers pour le règlement de leur semaine. Par exemple, s'emportant jamais, plaisantant sans cause, et disant à chaque réclamation: sacré farceur, tu voudrais m'exploiter? T'es bien malin, mais je suis plus malin que toi. Et il bourrait le réclamant de coups amicaux et le renvoyait content,
flatté, hein, sans le sou. Une matinée, en visitant ses bœufs, dans une prairie au bas de laquelle coulait la rivière, il aperçut un vieux bonhomme qui pêchait des écrevisses. Du temps du baron V, tout le monde pouvait pêcher à cet endroit éloigné du château. Donc le vieux, sans défiance et la conscience calme, posait ses balances et les relevait chargés d'écrevisses. Monsieur Périne aborda. « Eh, bonjour, mon père Normand. »« Bonjour, monsieur Périne. »« Et tu pêches, mon père Normand ?»« Comme vous voyez, monsieur Périne. »« Et ça mord-il un peu ?»« Ça mord, monsieur Périne. Nous en avons pris de bien belles. Montre-moi ça, mon père Normand. » Le bonhomme tendit à monsieur Périne un bissac de toile où des écrevisses grouillées, noires et luisantes, parmi des feuilles d'ortie. « Matin, fit le châtelain. Ben dis donc, la pêche a été bonne. T'en as au moins pour 3 écus là-dedans, hein? Peut-être bien, monsieur Périne. C'est une fameuse journée, ça, mon père Normand. Pas mauvaise, monsieur Périne. Vous êtes bien honnête. 3 écus. C'est que ça fait bouillir la marmite des petits, ça. Ben oui, ben oui. Enfin, t'es content? Ben oui, ben oui. Périne examinait toujours les écrevisses, s'extasiait sur leur grosseur. Sacré père Normand, là. Est-il habile, ce vieux bougre-là? Dis donc, veux-tu que je te montre une chose curieuse? À votre service, monsieur Périne. Il prit le sac par le fond, le pencha au-dessus de la rivière et doucement, un petit coup, le secoua. Les écrevisses tombaient dans l'eau, une à une, disparaissaient. Monsieur Périne, criait le père Normand, la mort dans l'âme. Sacré père Normand, répétait le gai châtelain. Ne gueule donc pas comme ça. Et regarde les 3 écus qui se foutent à l'eau. Quand il n'y eut plus une seule écrevisse dans le sac, Périne dit. Et maintenant, petit vieux, tu vas décagner d'ici, hein? Et que je ne te retrouve plus dans mes prairies, hein? Sacré bonhomme, va! Il a été nommé au ballottage. Un gendarme. J'ai été élevé dans le respect du gendarme, et je puis le dire, le gendarme fut ma première conception de la société. Simple d'ailleurs comme toutes les belles choses. Cette conception gendarmesque et sociale. D'un côté le voleur, de l'autre côté le gendarme. Le gendarme héroïque et paternel, abritant sous son grand manteau tous les braves gens du bon Dieu et les défendants de son grand sabre. Car tout était grand dans le gendarme. L'arme, l'homme et le rôle. Je n'imaginais rien au-delà. Né dans un petit village inconnu des Guignols, je n'avais pas été perverti par les dialogues démoralisants, par les conseils de révolte que souffrent aux enfants de Paris et les marionnettes dominicales, qui plus tard au collège, sollicités par des hautes pensées, qu'inculque au jeune cerveau le commerce assidu du latin, j'avais eu à allégoriser la société en une composition synthétique à la mine de plomb, et je ne l'eusse point représenté autrement que par un temple grec ayant un gendarme à sa base, un gendarme à son fait. Peut-être même il m'eût apparu grandiose d'y ajouter, au-dessus d'un paysage symbolique, dans le ciel clair, le chapeau légendaire, irradiant sur le monde comme un soleil. Hélas, où sont les virginités des impressions de l'enfance? Je gardai cette généreuse illusion jusqu'à l'âge de 14 ans, et ce fut un gendarme lui-même qui se chargea de me l'enlever. Il s'appelait Barjot. Barjot était un énorme gaillard, dont la trogne reluisait splendidement, comme si, tous les matins, il eût pris le soin de l'astiquer en même temps que sa giberne. Et de fait, il ne manquait point de l'astiquer, cette trogne éclatante, richement ornée de bublettes vives, décorée d'un entrelac de veines bleues, jaunes, violettes, écarlates. Mais ce n'était point avec du Tripoli ni du blanc d'Espagne qu'il l'astiquait. Mon compagnon, farceur, toujours prêt à boire un verre de 3-6 et à caresser le menton d'une fée, il avait conquis dans le pays une véritable popularité. Cette popularité venait surtout de ce que Barjot se grisait régulièrement. Et quand il était gris, jamais il ne querellait ni ne bataillait, ainsi que font tant d'ivrognes qui ne savent pas vivre. Bien au contraire, il n'y avait pas dans le monde de drôlerie qu'il ne débitât, de sottises amusantes et spirituelles qu'il ne fût capable d'exécuter. Les gamins, les petits maraudeurs qui s'en vont la nuit voler des poires dans les vergers
et que la vue d'un tricorne est ordinairement en fuite, suivait le gendarme dans les rues, glébissant et battant des mains. Hé Barjot, c'est Barjot, voilà Barjot. Quelquefois même, ils accrochaient à sa tunique, par derrière, une longue corde au bout de laquelle ils avaient attaché un chat crevé ou quelque autre fait bizarre et malpropre. Hé Barjot. Les gens se mettaient sur le pas des portes, riaient, applaudissaient, criaient aussi. Hé Barjot. Le prestige de la gendarmerie se trouvait bien un peu diminué par toutes les frasques de Barjot, mais il était si bon enfant, si peu gendarme, ce sacré lascar de Barjot, qu'on n'y faisait point attention. Hé Barjot. La gendarmerie était située à l'extrémité du bourg, au fond d'un vaste jardin en pleine campagne. Une belle maison carrée, en briques, avec un toit très haut et moussu. Au milieu de la façade, emmanché d'une hampe fine, flottait le drapeau tricolore, un drapeau de fer-blanc, délavé par la pluie, qui rendait des sons aigres et grinçants de girouettes chaque fois que passait un coup de vent. Le jardin se divisait en 5 carrés, affectés chacun à chacun des 5 gendarmes. Naturellement, le brigadier, M. Luton, s'était réservé pour lui le plus grand et le meilleur, par droit de supériorité, et Barjot, qui se moquait bien des légumes, lui avait par surcroît cédé le sien. D'où il résultait que Barjot était notoirement protégé par Luton, et que Luton, outre sa consommation personnelle, trouvait encore le moyen de faire vendre par sa femme des choux, des salades et des carottes le lundi au marché. Toute la journée, après le passage des chevaux, les gendarmes, coiffés de leurs képis bleus et vêtus de tricots de laine rouge, sarclaient, binaient, plantaient, arrosaient, taillaient leurs arbres. Souvent l'été, vers le soir, avant le coucher du soleil, M. Luton se reposait sous une tunnelle de vigne vierge et d'aristologe qu'il avait édifiée dans un coin du jardin. Et là, débraillé, soufflant les mains terreuses, il cultivait son esprit en lisant des romans feuilletons, des histoires de crimes tragiques que lui prêtait l'instituteur, lequel les tenait de la buraliste, qui les tenait du percepteur, lequel est un homme très au courant de la littérature de son temps. Les semaines, les mois, les années se passaient toujours de la même façon, hormis toutefois les jours de correspondance, où il fallait bien monter à cheval et exécuter un semblant de service. Pendant ce temps, les braconniers fusillaient cerfs et chevreuils dans les bois, lièvres et perdreaux dans la plaine. Ils ne se cachaient plus, tiraient, coletaient, panotaient à la barbe des gendarmes qui avaient définitivement abandonné le bancal pour le sécateur et la carabine pour la pomme d'arrosoir. Quant aux maraudeurs nocturnes, pourvu qu'ils ne vinssent point piller les laitues et les fruits du brigadier, tout leur était permis. Aussi s'en donnaient-ils à cœur joie, les bons maraudeurs. Barjot, lui, ne jardinait pas. Semer des pommes de terre et lier des chicorées, ça n'était pas son affaire. Il avait d'autres occupations, comme on l'a vu plus haut. Régulièrement, avec une ponctualité militaire, il se rendait au bourg, sur la place, devant le café Baudin, où quelques soifards d'importance avaient accoutumé de se réunir. De plus loin, qu'apparaissait sa trône excitée et flamante, on levait les bras, on riait. Ah, c'est Barjot! Eh ben, sacré Barjot! On va prendre un verre, hein? Tout de même! Et l'on s'attablait. Le vin blanc d'abord, puis le Médécassis, le 3-6, parfois quelques absinthes, vers 10 heures. Barjot, très éméché, redescendait la grande rue en zigzagant et rentrait à la gendarmerie pour déjeuner. Le brigadier qui ramait des petits pois, sa femme qui tendait du linge, les 3 gendarmes, l'un bêchant, l'autre taillant, la haie d'épines, celui-là arrachant des scorsonnaires, s'écriait en chœur, la face réjouie. Eh Barjot, as-tu t'emplumé? Sacré farceur de Barjot! Or voici qu'un jour il arriva, à que quelques kilomètres du bourg, dans une maison isolée, près du bois de Baguenette, habitait un braconnier très connu des revendeurs et des coquetiers, très redouté des honnêtes gens. On racontait de lui des sinistres histoires, des assassinats de garde, des coups d'audace stupéfiantes. Il se nommait Boulet Milord. Pourquoi Milord? Personne ne connut jamais la raison de ce sobriquet. Aussi l'appelait-on Milord, de préférence à Boulet. Barjot entretenait avec Milord, paraît-il, des relations clandestines et cordiales. Assez souvent, il partait le soir sous prétexte de tourner pour le bois de Baguenette et passait des nuits en compagnie de Milord à boire,
à faire le diable, c'est quoi? Car on prétendait que la maison du braconnier était hantée par les beautés forestières d'alentour. Ce qu'il y a de certain, c'est que Barjot rapporta plusieurs fois un lièvre, un faisan de ses visites nocturnes, et toute la gendarmerie s'en régala. Une nuit, Miller dit à Barjot: Pourquoi que tu ne viendrais pas à l'affût avec moi? Et Barjot répondit: À l'affût? Je suis gendarme. Gendarme, t'es, siffla Miller, imbécile. Si tu étais gendarme, est-ce que tu serais ici? Alors, viens-tu? Barjot hocha la tête, se gratta le nez. À l'affût, tout de même. Ah, sacré Barjot, va. Ils partirent. La nuit était claire, la lune brillante, très haut dans le ciel. Miller et Barjot s'engagèrent dans le bois, traversèrent un taillis, puis une courte futée. Miller huma le vent, comme un chien de chasse. Une belle clairière s'étendait devant eux, et l'ombre des troncs d'arbres s'allongeait sur la clairière. C'est bas, dit Miller à voix basse. Arrêtons-nous. S'adressant à Barjot, il commanda: T'es, allonge-toi derrière, cet arbre. Écarquille les yeux et tâche moyen de ne pas éternuer. Barjot ne répondit pas. Il se coucha sur la bruyère humide, mal à l'aise, inquiet du frémissement du bois. Au loin, un renard qui chassait aboya. Il y avait un quart d'heure qu'ils attendaient, l'un près de l'autre, le fusil au poing. Deux lapins traversèrent lentement la clairière. Ne tire pas, dit Miller. Rien que des chevreuils, ou ben des biches. Et tout à coup, sur le sol, une ombre remua, rampa, puis un homme se dressa tout droit, devant eux, immense dans la clarté lunaire. Ah, je vous y pense que si, cria l'homme. Canaille. Une arme reluisait dans ses mains, une plaque brillait sur sa poitrine. Affolé, Barjot s'était levé, fuyait, courbant le dos, essayant de se garer derrière les troncs d'arbres. N'affiche pas le camp, menaça l'homme. Où je tire? Fuyez, Barjot fuyait toujours. Une détonation retentit et le gendarme sentit, comme un coup de fouet, lui casser le bras gauche, qui retomba inerte au long de sa cuisse. Mais il réfléchit et se fit ce raisonnement rapide. Cet homme m'a reconnu, bien sûr. S'il ne me tue pas de son second coup, il me dénoncera. Conseil de guerre, je suis perdu. Il s'arrêta. C'est bon, dit-il, n'attire pas, je me rends. Et s'approchant de l'homme, Barjot lui déchargea son fusil en pleine poitrine. L'homme tourna sur lui-même, étendit les bras et s'abattit comme une masse sur la bruyère. Miller s'était blotti au pied d'une touffe de houx épaisse comme une muraille. Lentement, il avança la tête et d'une voix qui tremblait. C'est le gars de Blandé, tu sais bien. Et tu es bien mort au moins. Vas-y voir, toi. Mais, oui, toi, je n'ose pas. Et puis je suis blessé. Il m'a cassé le bras, cet animal-là. À quatre pattes, comme un loup, Miller se dirigea vers le cadavre, se pencha sur lui. Elle est bien morte, dit-il. Quoi que j'allons en faire. Sacré Barjot, va. Et par un instinct de voleur, l'ayant palpé, il fouilla dans les poches du garde. Barjot regardait Miller, perplexe, la main droite sur la crosse de son revolver. Au petit jour, une charrette descendait la grande rue, conduite par un paysan. Barjot marchait derrière, l'uniforme taché de sang poisseux, sur lequel des feuilles mortes s'étaient collées, le bras soutenu au milieu de la poitrine, par un mouchoir à carreaux. Au fond de la charrette, sous une bâche de toile tannée, on distinguait la forme rigide de deux cadavres. Les portes s'ouvraient, les gens à peine réveillés sortaient de chez eux, et les hommes, mi-vêtus, les femmes en camisole, les chiens rôdeurs, se mirent à suivre la funèbre voiture, silencieux, terrifiés. Je venais de relever les lignes de fond quand, près de la gendarmerie, j'aperçus une grande foule. Je m'accrochai. Alors, disait Barjot, voilà que j'accours dans la direction du coup de feu. Bon, et qu'est-ce que je vois? Miller, qui était sur un homme mort, et qui le fouillait. Rends-toi, que je lui crie. Mais voilà Miller qui prend le fusil du garde, qui m'ajuste. Je fonce sur lui, il tire, m'attrape le bras gauche. Bon, rends-toi, que je lui crie, mais voilà qu'il m'ajuste encore. Bon, alors je fais ni une ni deux, je prends mon revolver. Pan! Et voilà Miller qui toupine, les quatre fers en l'air. Alors voilà que je vais auprès du garde. Il était tout chaud. Mais Bernick, tu es raide, pauvre diable. Le coup dans la poitrine, en plein mi-temps. Moi, j'ai le bras cassé. C'est rien, ça. Alors, j'ai été demander un coup de main à maître Drouet. Sacré Barjot, murmura quelqu'un dans la foule.
Mais ce n'était plus le sacré Barjot goguenard, poussé par les gamins, s'amusant du soulard. C'était un sacré Barjot grave, recueilli, profond, le cri d'admiration exaltant le héros. 3 mois après, Barjot obtenait sa mise à la retraite. On le décora. L'appétit. Et voici ce qu'il nous conta de sa voix dolente en promenant sur nous ses petits yeux bouffis, où la débauche avait mis la marque indélébile de ses griffes. J'avais un homme de journée pour herber le jardin et ratisser le sable des allées. On l'appelait le Polonais. Pourquoi? N'en sais rien, car il se nommait réellement Jean Louvain. C'était un particulier à louches allures et fort paresseux. Il avait un coup de taureau, une nuque épaisse, obstinée, d'assassin, des membres tourmentés, d'athlète. Du matin au soir, il ne faisait rien, et me volait ce qu'il pouvait. Des outils de jardinage, des graines, du bois. De temps en temps, et seulement à l'époque des fêtes locales, il me dérobait dans la basse-cour des poulets et des danons. En réalité, il menait dans le vol de la discrétion et de la ponctualité. J'aurais pu le renvoyer. Mais je n'aime pas le changement, et j'avoue que j'ai un fait pour les crapules. J'étais habitué à le voir chaque jour. Il faisait pour ainsi dire partie de mon paysage. Et puis souvent, je m'amusais à remuer la fange de ce cœur de brute. Il s'enlevait une odeur d'humanité nauséeuse et putride qui me rendait plus tolérable l'odeur du mien. Enfin, un autre visage, quotidien, m'eût été davantage haïssable. Pour arriver à le supporter, il m'eût fallu une longue accoutumance que je ne me sentis pas le goût de commencer. Chaque fois qu'un de ces petits vols domestiques dont je viens de parler, et qui m'eussent peut-être manqué avec un autre, avait été commis, c'était pour moi un plaisir que d'embarrasser par mes questions et mes soupçons l'impassible Polonais, qui répondait immuablement, comme le paysan de Jules Jouy. Jules Jouy, 1855-1896, était un journaliste et chansonnier. J'en avais point connaissance. Louvain était marié, et sa femme faisait métier de repasseuse. Blonde, grasse, hardie et jolie encore, Madame Louvain était une gaillarde, dont les aventures amoureuses ne se comptaient plus. La digne et l'harmonieuse femelle de ce mâle. Tout ce qui, dans le pays, était sain, vigoureux et fortuné, avait passé dans son lit. Sur ce chapitre délicat, le mari était d'une complaisance infinie, d'une inaltérable philosophie, à donner le frisson parfois. Les amants de sa femme étaient ses meilleurs amis. Il se faisait payer à boire par eux, les incitait à de réjouissantes parties de gueule, provoquait les cadeaux et, dans les cas urgents, empruntait des petites sommes avec des airs de menace tranquilles et bonhommes que les muscles de son cou et l'agilité de ses biceps rendaient effrayants et qui ne manquaient jamais leur effet. Une chose le chagrinait, c'était mon indifférence à l'égard de sa femme. Il y voyait des gains perdus, ce qui le fâchait fort. Il y voyait aussi un mépris dont il avait peine à supporter l'idée, car il avait de l'amour-propre et de l'honneur à sa façon, le Polonais. J'étais non seulement l'homme le plus riche, mais le plus important personnage du pays, et je manquais à la collection. Il me disait souvent, en dardant sur moi ses petits yeux aigus, « Pourquoi vous ne voulez point qu'elle vous le passe? Elle repasse bien, allez, c'est une femme qu'on a du vice pour le repassage. Matin qu'elle en a, elle en a plus que celle de la ville, que celle de Paris. Elle repasse en long, travers, dessus, dessous, dedans. Elle vous repasserait comme vous l'avez jamais été. C'est moi qui vous le dis. » Un jour qu'il m'exaspérait avec les qualités de repasseuse de sa femme, je crus le faire taire en lui disant brutalement « Vous voudriez que je couche avec votre femme, hein, Louvain? Eh bien non, votre femme ne me plaît pas. À mon âge, j'en aime mieux les fruits plus verts. » Mais il me regarda d'un tel regard que je frissonnai de la tête aux pieds, comme devant la vue soudaine d'un crime possible et indéfini. Et je sentis sur mes reins, sur ma poitrine, sur ma gorge, quelque chose de froid, d'intolérable et de pareil à l'enlacement d'un reptile gluant et glacé, lorsqu'il murmura, négligemment, en lançant sur le sable de l'allée un jet de salive, « Des fruits plus verts, ça pourrait bien se trouver. » Le Polonais avait une fille de 12 ans à peine, la petite comme il l'appelait. La petite était frêle, jolie et très blonde, avec de grandes prunelles perverses et un teint de femme fatiguée par le plaisir. Elle gardait dans sa petite personne délicate, dans son corps mince d'enfant,
la grâce d'amour qu'ont les femmes vieillies et qui ont beaucoup aimé. Et cette grâce qui est une survie des bonheurs disparus et des ivresses mortes, et qui est si mélancolique, si émouvante chez les femmes dont les cheveux ont blanchi, était en elle si jeune, monstrueuse et terrible. Chaque fois que j'allais au bourg, je la voyais gaminer dans les rues avec les garçons, coquette en robe claire, ses cheveux toujours ornés d'un ruban éclatant ou d'une vive fleur. On m'avait raconté d'elle des traits d'une effrayante précocité. Dressée au vice par la mère, présente chaque jour aux saletés de ce ménage, impudique et prostituée, il n'y avait là rien d'étonnant. Je l'avais déjà remarqué, non sans trouble, je dois le confesser. Dans la vie solitaire, comme est la mienne, lorsque l'homme n'est pas défendu contre soi-même par l'antisepsie d'un travail incessant et d'autres préoccupations intellectuelles, la pensée va loin et très vite, à travers la folie des rêves morbides et la nourriture des désirs infectieux. L'oisiveté mentale et physique a cela de destructeur, de mortel, que, nous laissant seuls avec ce qui est en nous de pire et de dégénéré, elle déforme peu à peu dans notre appareil cérébral nos sensations les plus naturelles et nos plus nobles sentiments. Elle fait plus, elle abolit dans notre esprit, dans notre conscience, le sens de la beauté normale et y substitue l'amour du lait et le besoin du monstrueux. Il m'est arrivé à moi des choses incroyables. J'ai passé par d'étranges et irréparables perversions, par des dégénérescences caractéristiques dont je ne suis pas guéri aujourd'hui. Les femmes les plus horribles, au-dessous malpropres, aux difformités répulsives, m'attiraient impérieusement, tandis que devant de belles chairs saines et d'harmonieuses formes, je restais insensible, plus qu'insensible. J'en avais réellement le dégoût, un dégoût poussé jusqu'à la douleur physique. Pour faire entrer dans mes veines refroidies un peu des anciennes flammes, il me fallait l'abject et continu spectacle des ordures excrémentielles, ou bien le contact criminel, l'affreux, épouvantable, excitant des vieillesses qui sont près de s'éteindre, ou celui des jeunesses apubères. Je ne veux pas m'excuser, mais je connais de fort braves gens, des magistrats, des prêtres et des académiciens qui sont ainsi. Le lendemain du jour, le Polonais m'avait dit, avec une intention que j'avais tout de suite comprise et qui me bouleversa, des fruits plus verts. Ça pourrait bien se trouver. Il m'amena sa fille sous un prétexte quelconque. Il ne se donnait même pas la peine de déguiser son cynisme, ni de parer son crime de raisons habiles et d'hypocrites excuses. L'enfant était charmant ce jour-là, de ce charme invincible et torturant qu'ont les monstres. Sa mère l'avait ornée avec soin de tout ce qu'elle possédait de plus frais en rubans, de plus riche en fanfioles joyeuses. Ses mains étaient, je me souviens, gantées de transparentes mitaines qui sentaient l'iris, et sa robe très courte, rose, découvrait de petites jambes d'une courbe molle et déjà voluptueuse. Des nattes blondes nouées au bout, de coques roses, retombaient sur ses épaules, toutes dorées de soleil, et dans ce rose dont elle était vêtue, son teint avait quelque chose d'impudique et de plus fané, et ses prunelles, qui s'étaient attachées sur moi avec une fixité lourde et brûlante à la fois, lançaient d'étranges, de fauves, de voraces lueurs de passion. J'eus d'abord la pensée de débattre le prix de ce crime vivant qui s'offrait à moi, mais cette pensée où s'étaient rués tous mes désirs, je la repoussai aussitôt, non par crainte de ce crime que j'allais commettre, non par remords anticipé. Ne croyez pas non plus que je me sentisse glacé par la survenue d'une répulsion physique, ni par rien de ce que vous pourriez imaginer de naturel et de moral. Je la repoussai parce que je ne trouvais pas assez de sécurité dans la complicité forcée du père, parce que je redoutais ce marchandage où il essayerait de me voler peut-être, et qui était gros de conséquences sociales ultérieures. J'avais tort, sans doute, car en ce moment le visage du Polonais rayonnait. Sa nuque était moins terrible. Il y avait dans ses membres houleux de lutteur comme une détente, un apaisement. J'aurais pu remarquer aussi, en ses yeux louches et habituellement farouches, un reflet d'émotions sincères, de joie intérieure, de bonté même, de confiance, oui, de confiance, ainsi qu'il arrive aux êtres les plus sombres lorsqu'ils espèrent un succès et qu'ils sont sous l'influence d'une bonne action ou d'une bonne affaire. Le Polonais était redevenu paternel et hiérarchique, et c'est d'un ton paternel et condescendant qu'il me dit « Oh, qu'elle a du vice, la petite! Elle en a du vice! Allez, monsieur, c'est pique sa mère !» Et il ajouta un bonhomme et tendre « C'est une enfant qui me donnera bien du tracas, elle sait tout, elle fait tout,
Tenez, hier encore, je l'ai surprise dans le grenier, sur mes haricots, avec un garçon. On ne peut pas l'empêcher, c'est dans le sang. Oh, j'aurais bien du désagrément avec elle, mais on n'a pas le cœur de la battre, n'est-ce pas? Un père est un père, et puis quoi? C'est si gentil, si drôle. Dimanche dernier, on était quelques amis le soir à souper ensemble, et on rigolait comme ça, gentiment, entre soi. La petite avait bu un petit coup. Elle était grise, un peu, et elle en disait des bêtises, et elle en disait. Il faudrait que vous l'auriez vu et entendu. Elle asticotait Jules Dubosc et elle lui disait, en levant ses jupes, ses petites jupes, fais-moi un enfant, Jules, fais-moi un enfant. Et puis tout d'un coup, elle a été prise de je ne sais quoi. Elle se roulait. Et puis après, elle s'est mise à pleurer comme ça, sans raison. La petite me regardait toujours de ses yeux étranges, si grands, qui me faisaient sur la chair l'effet de ventouses. Il me semblait que tout mon sang affluait à ses yeux pompés, taris par eux, tandis qu'un froid intense envahissait ma poitrine et que mes membres trop lourds défaillaient. Elle me prit la main et cherchant à m'entraîner, tandis que le Polonais ravi répétait « Ah, quelle aduise, la petite !» Elle me dit, ironique, et sur l'air d'une chanson saccadée, « Fais-moi un enfant, Jules, fais-moi un enfant. » Et autour de moi, elle pirouettait, tendant son buste grêle et faisant bouffer sa robe rose. Un matin, c'était le jour de la fête Dieu, elle revint toute seule pour cueillir des fleurs. Elle en emplit un grand panier. Je n'étais pas chez moi. Elle m'attendit longtemps et s'en alla. Le dimanche suivant, elle revint, mais elle ne cueillit pas de fleurs. Je l'entraînai dans un bosquet et qu'un épais rideau d'arbres de lianes emmêlés rend impénétrable au regard, mon pouls battait violemment. Le narrateur s'interrompit soudain et pendant quelques secondes, il passa sa main sur son front où venaient d'apparaître des plaques rouges. Il poursuivit. Après tout, il n'y a peut-être rien de vrai dans ce que je viens de vous raconter. Ai-je vraiment commis le crime? L'ai-je seulement rêvé? J'en sais rien. La petite existe-t-elle? Il y a des moments où j'en doute. Il me semble, pourtant, que je l'ai revue souvent dans mon jardin, sur les routes, dans le bois, partout où je vais, partout où je suis. Il me semble que je la revois encore, mais il se peut que cela soit un songe. Le Polonais, lui, existe. Il n'herbe plus les allées, les plates-bandes de ma propriété. Mais je sais qu'il existe. Depuis cette aventure qui n'est peut-être pas arrivée, je fais au Polonais une rente de 200 francs par mois. Et chaque fois, en touchant son argent, il me dit « Si je voulais, ce serait plus cher que ça. Vous n'aurez qu'à parler au juge. » L'homme au grenier. Quand Clémenceau rentra du service par une matinée d'hiver, tout crotté de la boue du chemin, tout trempé de la pluie du ciel, il n'embrassa pas sa mère qui travaillait, ne l'attendant pas, à un ouvrage de couture. Il ne s'informa pas de son père qui était au champ, ni de sa sœur, servante à la ferme des Hourdes. Et il s'assit près de la cheminée, sombre, sans prononcer une parole. C'était un grand garçon maigre, gauche, avec des mains velues et de longs bras pendant comme ceux des gorilles. Et il avait un front très bas, mangé par de rudes cheveux noirs et des yeux étranges, dont le regard semblait être ailleurs, toujours. La mère considéra son fils, toute saisie de le trouver ainsi. « C'est bien toi, Clément ?» demanda-t-elle. « Quoi que t'as dit, Clément? Pourquoi que tu ne dis rien? Pourquoi que t'es si changé? Est-ce qu'on rentre comme ça chez ses parents, sans seulement leur faire mignon? Es-tu malade? T'as donc pas faim? » Clément se retourna sur sa chaise, poussa une sorte de bestial grognement, puis tout d'un coup il se leva et se dirigea vers la porte. « Où que tu vas? Dit la mère. « Où que tu vas déjà? »« Je vas où je vas, répondit Clément avec colère. Fais-moi la paix. » Et la mère, sourde, levant les bras au ciel, soupira. « Si c'est Dieu possible, et quoi qu'on lui fait à mon garçon pour me le rendre comme ça ?» Clément sortit, s'acheminant vers le village, entra au cabaret tout droit. « Tiens, c'est Clément !» s'écrièrent quelques ouvriers attablés autour d'une bouteille de vin. « Eh ben, tu vas boire avec nous, Clément. Nous allons arroser ton retour. Viens donc avec nous, camarade. » Il ne les regarda même pas. Choisit une table éloignée des buveurs, et les coudes sur la table, les yeux brillants,
ses narines battant au souffle d'alcool dont la pièce était pleine. « De l'eau de vie !» commanda-t-il. Il ne rentra chez ses parents que le soir très tard, ivre-mort. Chaque jour se passa de même. Les reproches, les scènes, les menaces furent impuissantes à rien changer de la conduite de Clément. Il ne répondait pas, n'avait même pas l'air d'entendre, et brusquement, il quittait la maison pour aller s'enfermer en café. Quelquefois, rentrant la nuit, il trouva la porte close, les fenêtres barricadées. Alors il s'abattait en travers du seuil et s'endormait, la face dans ses ordures. Au bout d'une semaine, le père lui dit « Nous ne pouvons plus te garder à rien faire. Nous ne gagnons pas notre argent pour que tu le boives. Tu travailleras ou tu t'en iras. Tu t'en iras au diable. » « C'est bon, fit Clément. Il partit, ne rentra plus. La mère l'attendit vainement. À l'insu de son mari, souvent, le soir, elle déverrouillait la porte, afin que son fils pût trouver la maison ouverte, si l'idée lui venait de rentrer, quelques nuits. Mais Clément ne rentra plus. Un mois s'écoula. On ne l'avait plus revu, Clément. On n'avait plus entendu parler de Clément. Où qu'il a pu aller, demandait la mère. Il est peut-être mort. Et tout de même, s'il est mort, ça ne serait pas bien de l'avoir renvoyé de chez nous. Tant mieux s'il est mort, répondit le père. C'est un bon débarras. Nous ne pouvions pas garder et nourrir un feignant pareil. Nous aurait grugé, ce feignant-là. C'est tout de même notre fils, hasardait la mère, qui hochait la tête tristement. Notre fils, notre fils, criait le père. Eh ben, après, il n'y a pas de fils qui tienne. D'abord, un fils, c'est un qui travaille et qui gagne sa vie. Voilà. Il fallait pourtant se préoccuper de la disparition de Clément. On s'informa auprès des uns, auprès des autres. Personne ne l'avait vu nulle part. Nulle part, aucun, ni dans les bois, ni sur les routes, ni dans les auberges, ne l'avait rencontré. La mère, un peu plus pâle maintenant, disait, avec des pleurs dans ses yeux, « Il sera peut-être pendu dans quelque coin du bois. » À quoi le père répondait, sans une émotion, en faisant le geste de quelqu'un qui perd pied dans les eaux profondes, à moins qu'il se soit peut-être nayé dans quelques trous de la rivière, et il concluait « Ah ben, qu'il se naye, c'est son affaire, ce n'est pas la nôtre. » On fouilla la campagne, le bois, les carrières de Marteuil, dont les galeries s'enfoncent très loin, sous la terre. On sonda la rivière. Les gendarmes commencèrent d'inextricables enquêtes qui n'aboutirent qu'à de crapuleuses ribottes dans les bouchons. Le parquet poursuivit une molle instruction qui n'aboutit à rien. Nulle part, nulle trace de Clément. Clément avait disparu du pays comme s'évanouit dans l'air une fumée. 2 mois, 3 mois, 6 mois s'écoulèrent. Depuis longtemps, il n'était plus question de Clément. La curiosité des premiers jours avait été vite épuisée. D'autres événements, bien plus importants, bien plus extraordinaires, bien plus incompréhensibles, remplaçaient, renouvelés, décuplés l'agitation, un instant produite dans les villages et les bords d'alentour par la fuite de Clément. Quelque chose d'inouï, de mystérieux, de diabolique planait sur la contrée. Une fatalité terrible semblait peser sur chaque maison, une malédiction entrait par chaque porte. Depuis le jour où Clément avait disparu, mais il n'était venu à l'esprit de personne d'établir une corrélation entre ces deux faits. Toutes les nuits, des vols étaient commis, d'abord discrets, puis audacieux. Ils tournaient maintenant à la dévastation générale. On volait les volailles, on dévalisait les clapiers, des chiens, des moutons furent dérobés, des porcs disparurent. Le père sourd, qui chaque année élevait une douzaine d'oies pour les vendre, grâce à la Noël, les vit s'en aller, une à une, et les 6 poules pondeuses de la mère sourde. Il ne resta un matin que 3 plumes dans le poulailler vide. Les débitants de boissons constataient aussi qu'il leur manquait des litres de vin et des cruchons d'eau-de-vie. Riches comme pauvres, personne n'était épargné. On n'en citait aucun qui n'eût à se plaindre d'un vol, mais c'était surtout à la ferme des Hourdes que les ravages étaient grands. Poulets, dindes, pintades, canards fondaient littéralement. La basse-cour se dépeuplait de ses hôtes. Chose inexplicable et qu'on n'avait jamais vue, les vaches avaient leurs mamelles taries quand, dès l'aube, les filles des tables allaient les traire. Chose plus stupéfiante encore, on trouva, dans les herbages, des bœufs abattus, dont il ne restait que la carcasse. Qui donc volait et tuait ainsi? On avait d'abord accusé de ces crimes les rôdeurs, les vagabonds, les bohémiens, qui tout le jour et toute la nuit
se succèdent en effrayantes files sur la grande route de Paris, séparée du village par quelques centimètres de prairie à peine. Chacun faisait bonne garde. Étaient-ce des loups, des fauves échappés d'une ménagerie foraine? Les braves se cachaient, armés d'antiques flingots, autour des demeures, dans les forêts. Mais on n'avait pris personne. Rien d'insolite ne troublait le silence coutumier des vergers et des champs. Et les vols et les massacres augmentaient en audace et en nombre. Alors, devant cette énigme, les imaginations s'étaient affolées. Un miracle seul pouvait détourner du pays hanté et maudit cet invisible, surnaturel ennemi. Il n'y avait plus que Dieu qui fût capable de vaincre cet insaisissable démon. On fit des neuvaines, on organisa des processions, et le soir, de même que pendant les épidémies de choléra, on alluma de grands feux pour brûler des esprits malfaisants qui rôdaient sûrement dans l'air. Pendant ce temps, la mère sourde, très triste, se disait, en joignant les mains, « Et si c'était Clément? Ou bien son âme ?» À l'après-midi, la fille sourde, servante à la ferme des Bourdes, monta dans un grenier qui servait de réserve pour la paille. Elle n'avait pas fait 2 pas sur le plancher mou que, soudain, devant elle, elle vit une botte de paille remuer, se détacher du tas, tourner comme une personne, s'abattre à ses pieds, et dans ce trou d'ombre noire que la botte avait couvert, en tombant, apparaître une horrible figure, un surhumain terrifiant, paquet de cheveux et de barbe poissée, au milieu duquel luisaient 2 yeux de bête féroce, et saignait une bouche hideuse de cauchemar. Elle voulut fuir, elle voulut appeler, mais l'effroi de cette apparition fut tel qu'elle resta clouée sur le plancher, sans mouvement et sans voix. En même temps, dans un bond, dans un grognement rauque, elle se sentit empoignée, soulevée, entraînée dans quelque chose de très sombre, puis renversée sous un corps du diable qui l'étreignait à l'étouffer, à lui écraser la chair, à lui rompre les os, et elle s'évanouit. L'endroit de cette scène est une sorte de caverne ronde, dont les murs étaient formés par des bottes de paille tassées l'une contre l'autre. Un jour, terne, tombé du toit par une lucarne carrée, éclairait les choses sinistres dont il est malaisé de décrire l'horreur. C'était sur le plancher, autour du monstre en rue, de la fille évanouie, comme un ossuaire et comme un charnier, des quartiers de viande encore saignante, de carcasses de bêtes rongées, de blessamment écorchées, et pêle-mêle avec des ossements, des bouteilles cassées, des lambeaux de chair noire, des flaques de sang séché, un prodigieux amas de choses gluantes et d'ordures, une intolérable et suffocante odeur de pourriture, de breuvage corrompu, se levait de cet épouvantable chaos, de ce résidu des vols et des meurtres nocturnes qui avaient désolé le pays durant plus de 6 mois. Quand la fille sourde reprit connaissance, meurtrie, brisée, presque morte, elle eut peine à se rendre compte de la réalité de son aventure, ainsi que du lieu d'épouvante où elle gisait. Que s'était-il passé? Elle ne le savait pas bien. Non loin d'elle, accroupi sur un lit d'innommables fanges et d'os putrifiés, le monstre déchiquetait de ses crocs aigus un lapin qui venait d'éventrer. Elle le considéra horrifiée. Des traits jadis connus se dessinèrent, plus précis sur cette face sauvage, et tout à coup, elle poussa un cri. « Clément! Clément! C'est Clément !» Clément tourna la tête. « Hé hé !» grogna-t-il. Puis un sourire grimaça dans l'emmêlement de sa barbe sanglante, tandis que de sa bouche encore immobile, un lambeau de chair filamenteux pendait, comme à la gueule d'un fauve. Le vieux sbire. Ce jour-là, je décidai que je tuerais le vieux sbire. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, calculai-je. Oui, ce sera dimanche, à 9 h du soir. Dimanche, la lune se lèvera tard, j'aurai tout le temps de le tuer sans me presser. Il fera nuit encore lorsque je rentrerai chez moi. J'avais longtemps hésité, durant des semaines. J'avais discuté scrupuleusement, point par point, mon droit à supprimer cette criminelle existence. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je ne prenais plus de plaisir à rien, pas même aux choses qui me sont quotidiennement agréables. Mes nerfs tendus comme des cordes me faisaient horriblement souffrir. Il fallait en finir, sans plus. Oui, ce sera dimanche, répétai-je.
et je me sentis soudain soulagé. Mon esprit, délivré de cette inquiétude, retrouva son calme et son ordinaire sécurité. Je constatai avec satisfaction que mes jarrets étaient souples, mes bras solides. Je fis jouer les ressorts de mes doigts, qui craquèrent puissamment, en serrant une gorge absente, la gorge imaginaire du vieux sbire. Je l'étranglerai, me promis-je, répétant à haute voix ce mot qui me rassurait. Je l'étranglerai. Il n'y aura pas de sang. Je déteste le sang. La vue du sang m'épouvante et m'amollit. Je l'étranglerai. Et j'allais me promener dans la campagne. Un enthousiasme activait ma marche, doublait l'énergie de mes muscles, ainsi qu'un coup de vin. J'avais le cœur rempli de quelque chose de délicieux et fort qui ressemblait à de l'amour, et je ne savais si c'était d'un besoin de chanter ou de pleurer que se gonflait ma poitrine. J'aimais davantage le ciel, davantage la terre, et les champs, et les coteaux, et les arbres, et les parfums qui s'exhalaient de toutes les choses, ainsi que de l'encens, et les sonorités qui me suivaient, cœur d'invisibles musiciens, me berçaient d'une ivresse sublime, cette ivresse qui vous prend toute l'âme et tout le corps, rien qu'à respirer et entendre la vie. Entrant à la tombée du jour, je rencontrai sur la route, près de sa demeure, le vieux sbire, courbé en deux, les jambes tremblantes. Il poussait devant lui une brouette chargée de crottin. Il était coiffé d'une calotte de velours noir, indiciblement pisseux. Sa veste courte, couleur de terre, ralinguait sur son dos maigre, sur son ossature pointue de squelette ambulant. Ses sabots, en rabotant le sol, rendaient un son étrange de ferraille et de bois fêlé. Je passai près de lui. « Voilà encore que vous ramassez le crottin de la route, vieux démon, lui criai-je. Vous ne pouvez donc pas le laisser aux pauvres gens. Sbire leva vers moi son visage trouble, pareil à la plaque de corne d'une vieille lanterne. Les pauvres gens, fit-il, et sa voix me parut verte de haine. Les pauvres gens. Mais je t'ai dit pas pauvre, moi. Je t'ai dit pas le pauvre des pauvres. Une lueur, la lueur de son solide regard, s'épandit de ses yeux, vacilla sur la surface cornée de sa peau, et dit encore « Les pauvres gens. Pourquoi qu'ils ramassent pas le crottin? Ils sont trop feignants, les pauvres gens. Hein ?» Mauvais chien, grondai-je, en le frôlant brutalement. La pensée de le tuer, là, tout de suite, traversa mon esprit. J'ai résisté, et d'une voix nette où il aurait dû, je me semble, entendre l'arrêt de sa mort, je dis « Non, ce sera pour dimanche. » Le vieux sbire habite à 300 mètres du bourg, dans un enclos, une misérable maison isolée, dont la façade regarde les champs. Aucune ouverture n'est pratiquée dans le mur qui longe la route. Seule une lucarne de tuiles montre, au milieu du toit, son œil rongé de chancre et tout noir. Nul voisin ne l'épie, nul chien ne le garde. Le vieux sbire se méfie du regard des hommes et du regard des bêtes. Une haie d'épines, épaisse et haute, contourne l'endos, dans lequel on ne peut pénétrer que par une barrière toujours fermée. Des ronces artificielles hérissent leurs quadruples rangées de pointes de fer au-dessus de la barrière et de la haie, de façon à décourager les escalades. Mais la mort entre partout. Elle se rit des défenses dont se protègent les vies condamnées. Le vieil avare ne pouvait me soupçonner de mauvais dessein contre sa personne. J'ai dans le pays une réputation de probité, de bienfaisance, qui éloigne toute idée de crime et rend les coups de main plus faciles à exécuter, plus difficiles à punir. Et puis, je suis un justicier et non point un voleur. Je ne m'attardais donc pas à prendre des dispositions dramatiques pour me glisser dans l'ombre, escalader l'endos, forcer les portes, conquérir de vive force la chaumière, et comme je l'avais décidé, le dimanche, à 8 heures du soir, je me présentai devant la barrière et j'appelai. « Sbire! Êtes-vous là, Sbire ?» Le crépuscule rendait toute forme confuse. Aucun être vivant ne passait sur la route. Mon cœur battait avec violence. « Hé, Sbire! Voyons, êtes-vous là ?» J'entendis une porte s'ouvrir, des sabots résonnaient sur les cailloux de l'enclos, et je vis enfin, au coin du pignon, une silhouette apparaître, avancer de quelques pas,
et s'arrêter. « Qui est là ?» demanda la silhouette. Je me nommai. « Voyons, sbire, ouvrirez-vous » La silhouette ne bougea pas. « Quoi que vous voulez, dit-elle. Je veux causer d'affaires, sbire, d'affaires importantes, d'affaires d'argent. Allez-vous ouvrir, oui ou non ?» La silhouette, toujours immobile, répondit. « Des affaires? À cette heure? Je causerai aussi bien ici. Je vous apportais l'argent du père Radiguet. Puisque vous ne voulez pas ouvrir, c'est bon. Je m'en vais. Bonsoir. » La silhouette s'avança de 3 pas. « L'argent du père Radiguet? C'est-il pas vrai? Non, non, je m'en vais. Bonsoir. » Et je fis mine de m'éloigner. Spire me rappela. « Attendez donc, attendez donc. » Il ouvrit enfin la barrière et quand il m'eut livré passage, je vis, la nuit, ou plutôt je sentis, oui, réellement je sentis, l'horreur physique de son regard peser sur moi, sur tout moi. Je frissonnais, mais j'étais dans la place. L'heure de la justice allait enfin sonner. Pour m'exalter dans mon service, je répétais intérieurement ce mot, la justice. Et ce mot n'avait déjà plus dans mon âme qu'un écho lointain, un écho moqueur. Sbire me poussa dans la maison, referma sur nous la porte, alluma un bout de chandelle et, plaçant le chandelier sur une table où fumait encore dans son plat de terre un reste de soupe, il dit « Eh bien, nous y voilà. Quoi que me voulez ?» J'avais perdu un peu de mon assurance devant cet homme que je m'étais figuré suppliant et terrifié, et dont le calme, l'ironie, mettait un insupportable agacement. Pourtant, j'articulai d'une voix lente, que je m'efforçais de rendre solennel comme un arrêt de mort. « Sbire, je veux vous tuer. » Le vieux ne sourcilla pas. Son pâle visage ne se troubla pas. Pas un muscle de son corps ne tressaillit. Il semblait de pierre. Ce silence, cette immobilité que je n'avais pas prévue, me déconcertèrent, tout à fait. Et croyant rattraper mes résolutions, qui s'enfuyaient l'une après l'autre, je débitai d'un ton plus fort, entrecoupé de bégaiement. « Écoutez-moi, sbire, vous êtes le fléau de ce pays. Vous avez ruiné tout le monde ici. Et il y a ici beaucoup de gens qui pleurent à cause de vous. Et il y a aussi beaucoup de gens qui... Je parlais de l'humanité, de la justice, de l'amour. Je ne savais plus quoi dire. Mes phrases que j'avais préparées avortaient en indicible bafouillage. Et le son même de ma voix semblait ridicule, prodigieusement. Je fis un violent effort sur moi-même, dans la déroute de ma raison. Je compris que je ne pouvais me sauver du ridicule que par un acte terrible, et je m'avançai vers Sbire, menaçant, les doigts ouverts en déchirantes griffes. Alors je lui haussa les épaules, se leva lentement, marcha lentement vers la porte qu'il ouvrit toute grande, et me montrant la campagne d'un geste inviteur, « On me fait pitié, tenez, dit-il. Pour tuer un homme, même un vieux homme comme moi, faut être lapin, un bougre. Vous n'êtes qu'une chiffre, vous. » Il me conduisit jusqu'à la barrière, et je n'oublierai jamais, malgré ma honte, l'ironie de sa voix, lorsqu'il me dit, en matière d'adieu, « C'est pas encore des bourgeois comme vous qui feront le poil au vieux sbire. » Un voyageur. Nos intrépides voyageurs qui reculent les frontières de la patrie, discours de M. Étienne, dans le compartiment, nous n'étions que tous les deux, il occupait une place en face de moi. C'était un homme très grand, très sec, de teint hâlé, d'emmanchures solides et souples. Par la forme de ses gestes, la coupe de son veston, et aussi par la façon, en quelque sorte balistique, dont il regardait voler les alouettes dans le soleil, au-dessus des luzernes aussi, je devinai que ce devait être un chasseur. Je dis que tout d'abord, il avait lu avec passion L'Autorité, journal impérialiste et clérical. Ganté de peau de chien, chaussé de cuir jaune, bien assis sur les coussins, il avait l'aisance particulière à l'homme qui a beaucoup voyagé et se sent chez soi, dans tous les quarts du monde, enfin ce que j'appellerais l'air de wagon. Avec cela, d'humeur joviale et de caractère liant, que j'ai toujours observé chez les gens qui aiment à tuer. Connaissiez-vous rien de plus gai et de meilleur garçon qu'un boucher? Malgré ma réserve, le chasseur avait, à plusieurs reprises, cherché à engager une conversation
que l'habitude des voyages et l'extrême banalité des rencontres qu'ils amènent m'ont toujours fait redouter en dépit de ma passion pour l'imprévu. Je le tenais à distance, comme on dit, mais les gens de cette sorte ont une persévérance que rien ne rebute. Voyant qu'il n'arrivait pas à ses fins par les procédés ordinaires, les amorces de petites questions insidieuses sur la portière trop ouverte ou trop fermée, et ma tolérance pour les cigares, il usa d'un moyen violent qui devait vaincre mon impassibilité. Il me marcha sur les pieds. Cela réussit toujours dans un sens ou dans un autre. Ce lui fut matière à de longues excuses et d'interminables politesses de tout genre, auxquelles il me fallut bien répondre. Après avoir épuisé toutes les phrases en usage en pareille circonstance, il m'a dit sans transition: Quel temps, monsieur! Quel temps fâcheux! Il est vrai, répondis-je d'un air froid. Savez-vous bien que les couvées de faisans sont fort compromises? J'avais donc deviné juste. Je répliquai par un A indifférent, et j'affectai, non sans grossièreté, de regarder le paysage par la portière, mais le chasseur poursuivit. Oui, je crains bien qu'elle ne soit compromise. Il fait trop sec. Les petits ne peuvent éclore. Ils sèchent dans la coquille. C'est un désastre, monsieur. Puis, sans amertume, il est vrai que rien ne va jamais comme on le voudrait. Une année, c'est la sécheresse. Une autre année, c'est l'humidité. Il n'y a pas de juste milieu dans les choses. Et qu'est-ce qui paye les frais de tout cela? Ce sont les couvées de faisans. Subitement résigné, il dit avec un geste de conciliation: Ah, qu'est-ce que vous voulez? S'il n'y a rien à tuer ici, eh bien, j'irai au Tonkin. Il est vrai, sifflai-je d'un air mauvais, qu'au Tonkin, il y a toujours quelque chose à tuer. Je venais de me livrer au chasseur qui, profitant de cette phrase imprudemment lancée, me demanda: Vous connaissez le Tonkin? Non, monsieur. Ah, comment vous ne connaissez pas le Tonkin? C'est incroyable, mais aujourd'hui, on va au Tonkin aussi facilement qu'on allait jadis à Fontainebleau. Quel admirable pays de chasse! Certes, je ne pardonnerai jamais à Jules Ferry ses indignes décrets, mais le Tonkin qui nous donna lui sera une atténuation de ses crimes. Il y a de tous les gibiers, monsieur, au Tonkin, de tous les gibiers. J'y suis allé 3 fois. C'est charmant. D'ailleurs, moi, maintenant, je ne crois plus qu'au voyage. Voyager, monsieur, tout est là. On s'instruit énormément. On voit des choses extraordinaires qui font réfléchir. Allez, il serait à souhaiter que tout le monde voyageât. Peut-être serions-nous un peu moins routiniers. Ainsi, à Singapour, où je suis resté 6 mois, j'ai vu des choses vraiment bien curieuses. Et quelles, je vous prie? Des choses très très curieuses et qu'on ne croirait pas. Croirez-vous que j'ai payé une boîte d'allumettes suédoise 19 sous? Mais peut-être c'est là où je passais tout un hiver est-il encore plus curieux. En quoi, je vous prie? En tout. Seulement, on ne peut pas chasser dans les jungles. Elles sont trop épaisses. Et puis, les femmes qui sont très jolies, les dentelières, surtout, on ne peut s'y fier qu'avec des précautions fort ennuyeuses. C'est dommage. Moi, je n'aime pas ça, tout ou rien. Vraiment? Vous êtes, je le vois, un grand observateur. Ah oui, j'ai beaucoup observé. Eh bien, de tous les pays que j'ai parcourus, et je connais la Chine, le Japon, Madagascar, Tahiti, et une partie d'Australie, je n'en sais pas de plus intéressant, de plus vraiment amusant que le Tonkin. Ainsi, vous croyez peut-être avoir vu des poules? Oui, je le crois. Eh bien non, vous n'avez pas vu de poules. Il faut aller au Tonkin pour cela. Et encore, on ne les voit pas. Elles sont dans les bois. Elles se cachent dans les arbres. On ne les voit jamais. Selon moi, j'ai inventé un truc. Je remontais les fleuves en chaloupe, avec un coq dans une cage. Je m'arrêtais au bord d'un bois et j'accrochais la cage au bout d'une branche. Le coq chantait. Alors, de toutes les profondeurs du bois, les poules venaient. Elles venaient par bandes énormes. C'était dans le bois, comme un fourmillement d'ailes. Et je les tuais. Je les tuais. Je les tuais jusqu'à 600 dans la même journée. C'est admirable. Mais que faisiez-vous de toutes ces poules? Rien. Le plaisir de les tuer. Je me suis excessivement amusé. Je vous crois. Et les paons, monsieur? Ah là, un coup de fusil. Les paons, c'est magnifique à tuer. Mais par exemple, c'est dangereux. Et il faut avoir l'œil. Ce sont des paons féroces, sans doute. Le chasseur sourit et reprit.
Non, mais voilà, là où il y a du cerf, il y a du tigre. Et là où il y a du tigre, il y a du pan. Vous allez comprendre tout de suite. Le tigre mange le cerf. Et le pan mange le tigre. Vous avez dit le mot, ou à peu près. Quand le tigre est repu du cerf, il s'endort. Puis il se réveille, se soulage et s'en va. Le pan, lui, juché dans l'arbre, attend ce moment. Il descend à terre et mange les excréments du tigre. C'est sans doute pour cela que les pans sont si beaux là-bas. Car ce que vous prenez pour les pans dans nos volières, nos jardins, ce ne sont même pas des dindons. Ce n'est rien du tout. Son œil brilla, ses gestes prirent tout à coup une envolée superbe, et la voix vibrante d'enthousiasme, il dit « Oui, monsieur, quand j'avais tiré sur un pan et qu'il tombait, ploc, il me semblait que j'avais tué toute une vitrine de pierres précieuses. Allez donc ressentir ces émotions-là en France, ou même en Allemagne, où il y a plus de gibier qu'en France. J'ai tué de tout, monsieur. J'ai même tué des hommes. Oui, 2 espèces de pirates au Tonkin, qui avaient fort mauvaise mine. Eh bien, jamais un coup de fusil ne me procura un aussi grand plaisir que ceux que je tirais sur les pans. Ah, ces queues éblouissantes étalées toutes larges sur l'herbe, et ce col féerique, ce col d'indicibles topazes qui se tordait çà et là, perlé de sang. Le train ralentissait et on s'approchait d'une station. Le chasseur retira du filet un nécessaire de voyage confortable et luxueux qu'il déposa près de lui, sur les coussins. Ensuite, il secoua de sa main gantée de peau de chien la poussière de son veston, remit de l'ordre dans ses cheveux légèrement dépeignés, regarda sa montre, puis la pointe de ses bottines jaunes. Ensuite, le train s'étant arrêté, il ouvrit la portière et me dit, en me saluant, « Si jamais vous allez aux Otonkins, monsieur, rappelez-vous bien ceci. Là où il y a du cerf, il y a du tigre. Là où il y a du tigre, il y a du pan. » Puis il descendit lestement sur le quai. Derrière la barrière, un phaéton attelé de 2 superbes chevaux attendait, et un petit fox terrier, qui reconnut de loin son maître, agita sa courte queue et se mit à japper joyeusement entre les barreaux de la clôture. Le train repartit, et seul, un peu songeur et triste, je me rappelai cette phrase d'un discours de M. Étienne, et qui sert d'épigraphe à Céline. Nos intrépides voyageurs qui reculent les frontières de la patrie. Puvis de Chavannes. Il existe parfois de ces homonymies extraordinaires. Puvis de Chavannes est un paysan singulièrement raffiné, comme on le verra par la suite de cette histoire. Je ne connais pas de meilleur homme, ni plus complaisant, ni plus naturellement généreux. Il est de ceux dont on dit qu'ils se mettent en 4 pour vous faire plaisir. Ancien maire, ancien conseiller d'arrondissement, répartiteur plein de justice, il n'a souhaité ses honneurs que pour le bonheur des autres. S'il conserve encore dans l'administration et dans la politique de hautes et de puissantes relations, c'est pour les employer au service des voisins et des amis. S'agit-il d'obtenir un congé pour un pauvre soldat, ou le dégrèvement d'une imposition non justifiée, ou encore de rédiger et de patronner une pétition quelconque, Puvis de Chavannes est toujours là. Aussi jouit-il d'une popularité de bon aloi, et d'autant mieux méritée qu'il ne demande jamais rien pour lui-même. Quand on le félicite de son désintéressement, il répète toujours d'un air modeste et bonhomme « J'ai ce qu'il me faut, j'ai ce qu'il me faut ». Je vais le voir souvent, j'aime sa figure heureuse, son œil sans remords, la franchise chaleureuse et brusque de sa poignée de main, son gros ventre de mangeur rabelaisien. J'aime surtout son jardin divisé en planches rectangulaires, où sont cultivées de vieilles fleurs d'autrefois. Les vieilles fleurs qu'on ne cultive plus, qu'on ne voit plus nulle part aujourd'hui, sinon dans de très vieilles campagnes et chez de très vieux curés. En parlant de ces fleurs, Puvis de Chavannes a des mots déments qui me ravissent, et ses gros doigts, lorsqu'il soigne ses fleurs, ses gros doigts noueux et gourds, ont une souplesse élastique, une caressante adresse de main de femme qui enchante. Pourtant, je fus bien étonné la première fois que je lui rendis visite. Puvis de Chavannes m'accueillit avec joie, avec empressement, et me fit faire aussitôt le tour de son jardin. Tout en marchant, « Vous avez, dis-je, un nom qui m'est cher. Seriez-vous parent de notre grand Puvis de Chavannes »
Pierre Puvis de Chavannes, 1824 et 1898, peintre français. Le bonhomme me regarda d'un air méfiant, et sur un ton un peu brusque. Jean connaissons point d'autre que moi, répondit-il. Je crus devoir expliquer à mon hôte ce que c'était notre grand Puvis de Chavannes. Je dis mon admiration. Je racontai le bois sacré, l'été, le Panthéon, Lyon, Marseille. Mais il interrompit mes élans d'enthousiasme en haussant les épaules et en s'exclamant « Y en a-t-il des métiers aujourd'hui? Y en a-t-il » Puis il se pencha vers la terre, cueillit une petite fleur orangée, un bizarre et charmant crigéron, me la montra, en faisant tourner doucement la tige au bout de ses doigts, et il me demanda avec attendrissement « En avez-vous mangé ?» Je fus tellement surpris par cette question que je restai bouche close. Le bonhomme continua. « Moi, j'en ai mangé. C'est parfait le goût. J'ai mangé de toutes les fleurs qui sont ici. Il y en a de bonnes, il y en a de moins bonnes. Il y en a pour sûr qui ne valent pas grand-chose, mais ça se mange tout de même. D'abord, moi, je mange de tout. » Il cligna de l'œil, claqua de la langue, se tapa sur le ventre et répéta d'une voix plus forte, où il y avait comme l'accent d'un défi. « Je mange de tout, moi !» La façon dont Puvis de Chavannes venait de proclamer cette étrange profession de foi me révéla que sa grande vanité dans la vie, que son snobisme, comme on dit aujourd'hui, était de manger de tout. Je m'amusai à flatter son vice. « C'est une grande supériorité, approuvai-je. »« Pour sûr, fit-il, non sans orgueil. Et ça me fait suer, tenez, quand je vois les gens qui ne mangeraient pas tant seulement un crapaud. Car c'est pas tant seulement des plantes que je mange, moi. C'est des bêtes aussi. Et des bêtes que personne n'a mangées, des bêtes qu'on ne connaît pas. Moi, je mange de tout. » Nous continuâmes notre promenade autour des planches fleuries, dans les allées étroites où se balançaient de jolies corolles bleues, jaunes, blanches. Et, en regardant les fleurs, Puvis de Chavannes avait au ventre de petits sursauts de joie, et sa langue passait sur ses lèvres gercées avec un bruit menu et mouillé. « Regardez donc ce pauvre rouge, me dit tout d'un coup le paysan. C'est-il pas comme une petite robe de bohémienne, et une jolie petite robe chiffonnée? Vous en avez mangé aussi? Tiens, bien sûr. Et je vais vous dire, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de vers de terre que je n'ai mangé. Je mangeais des putois et des couleuvres, des rats et des grillons, des chenilles. J'ai mangé de tout. On connaît ça dans le pays, allez. Quand on trouve une bête morte ou vivante, une bête que personne ne sait ce que c'est, on se dit, faut la porter à Puvis de Chavannes. On me la porte, et je la mange. L'hiver surtout, par les grands froids. Et pas ces oiseaux inconnus, des oiseaux qui viennent d'Amérique, qui viennent de plus loin peut-être. J'ai mangé de tout ça. Je parie qu'il n'y a pas dans le monde un homme qui ait mangé autant de choses que moi. Il m'invita à m'asseoir sur un banc près d'une petite table rustique où frissonnaient les mouvantes ombres d'un cerisier en fleurs. Une brise légère agitait doucement les feuilles, balançait à peine les branches flexibles du cerisier, et de blancs pétales tombaient sur nous, en pluie lente et parfumée. « Faut que je vous fasse voir quelque chose de curieux, » me dit tout à coup Puvis de Chavannes. « Quelque chose que vous n'avez jamais vu, bien sûr. » Et il appela d'une voix retentissante. « Kléber, Kléber !» Entre deux appels, il m'expliqua. « Kléber, c'est mon furet. Jamais vous l'avez vu un furet pareil. C'est un phénomène. » Et il appela encore. « Kléber, Kléber !» Alors, sur une branche au-dessus de nous, entre des feuilles et des fleurs, apparut un museau rose, et deux petits yeux noirs vifs, joliment éveillés. « Ah, je savais bien qu'elle n'était pas loin. Alors, viens ici, Kléber. Psst, psst. » L'animal rampa sur la branche, atteignit le tronc, descendit avec prudence, en enfonçant ses griffes dans l'écorce. Son corps, vêtu de fourrure blanche, marqué de taches fauves, avait des mouvements souples, des ondulations gracieuses de reptile, et il levait de temps en temps la tête pour regarder son maître. Il toucha terre, et en deux bonds, il fut sur les genoux de Puvis de Chavannes, qui se mit à le caresser tout joyeux. « Ah, le bon Kléber! Ah, le charmant petit Kléber !» Et se tournant vers moi, il demanda « Avez-vous vu jamais un furet aussi bien apprivoisé? Il me suit dans le jardin, partout, comme un chien. Je n'ai qu'à l'appeler, il est là. Tout de suite.
la queue frétillante, la tête levée, heureux comme un toutou en vérité. Il mange avec moi, couche avec moi. C'est une petite bête, voyez-vous, que j'aime quasiment comme une personne. Et ses manières, et son intelligence, quand elle veut quelque chose. Ah, il faut voir ça. Tenez, j'en ai refusé 200 francs. Je ne donnerai pas pour 1000 francs, pour 2000 francs. Ici, Cléber. L'animal leva la tête vers son maître, puis il grimpa sur lui, atteignit ses épaules, et après 1000 caresses et 1000 gentillesses, il se coucha, roulé autour du cou du paysan, comme un foulard. Alors une idée infernale me passa par le cerveau. Je parie, dis-je tout à coup, que vous ne mangez pas votre furet. Le bonhomme me regarda avec une subite tristesse. Ses yeux devinrent ronds, ses lèvres tremblèrent. Kléber, balbutia-t-il. Manger Kléber. Je parie, répétai-je férocement, que vous ne mangez pas votre furet. Le bonhomme s'était dressé de son banc, commu par une mystérieuse et invincible secousse. Une extraordinaire agitation était en lui. Il était devenu tout pâle. Répétez voir un peu, bégaya-t-il. Pour la 3e fois, solennellement, en détachant chaque mot, je dis « Je parie que vous ne mangez pas votre furet. »« Je ne le mange pas. Vous dites que je ne le mange pas? »« Oui. »« Oui, vous dites cela? Eh bien, tenez. » Il empoigna le furet, lui cassa les reins d'un coup sec, et courant vers sa maison au bout de l'allée. « Eh bien, vous allez voir ça si je ne le mange pas. » Je m'enfuis, poursuivi par l'horreur de l'action que je venais de commettre. Ce n'est qu'un mois après que je revis Puvis de Chavannes, tandis qu'il me faisait admirer un éno de terre. Il me dit doucement « Eh bien, vous savez, le furet, c'est comme du veau. » Le lièvre. Ses outils sur l'épaule, Jean revenait des champs où, toute la journée, il avait durement travaillé. Il entra triomphalement dans la cour de la ferme, tenant dans ses mains quelque chose qui gigotait. Il commençait à faire nuit et on ne distinguait plus nettement les objets. « Qu'est-ce que tu as là » demanda le maître, qui se lavait les mains à la pompe. « C'est un petit lièvre que j'ai pris dans la haie du clos Sorbier, répondit Jean. « Sacré Jean, fit le maître. Et qu'est-ce que tu veux en faire de ce lièvre? Il est trop petit. »« Je veux l'élever, donc. » Et il demanda. « Vous me permettez bien, dites, le maître, de mettre mon petit lièvre dans le clapier à côté de la pin et de tirer une goutte de lait le matin pour le faire boire. »« C'est la maîtresse que ça regarde, mon garçon. »« Oh, la maîtresse voudra bien. » Pierre, sous le hangar, dételait les chevaux. Il murmura d'une voix mauvaise. « Pardi, il rapporterait le loup-garou ou bien la gitane qu'on le remercierait encore, ce chameau-là. Si c'était moi, malheur !» Il bourra ses chevaux et lança un gros juron. « Allons, fit le maître. Voilà que Pierre est encore jaloux. Tais-toi, animal. Tu sais que je n'aime pas ça, et que je commence à l'avoir assez de tes manières. » Pierre s'exaspéra et de ton aigre. « Mes manières. Je dis une chose juste, et vous ne me faites pas peur. » Le maître haussa les épaules et ne répondit pas. Et tandis que Pierre continuait de maugréer sous le hangar, il entra dans la maison où la soupe du soir l'attendait, fumante, sur la table. Pierre ne tarda pas à venir, ayant rentré ses chevaux à l'écurie. Jean vint ensuite, ayant disposé un coin vide du clapier pour son petit lièvre. Le repas fut silencieux. Pierre avait un air farouche, avec sa face plate, sa courte barbe rousse et ses yeux obliques, et il ressemblait à un tigre. Jean, le visage très doux, rêvait aux gentillesses des petites bêtes, comme un enfant. Et quand ils gagnèrent leur lit, Pierre s'approcha de Jean et lui dit très bas, les dents serrées. « C'est encore à cause de toi que j'ai des avanies. Je te ferai ton affaire, tu verras. » Et Jean, très calme, répondit « Je ne te crains pas. » Pierre détestait Jean parce que Jean était sympathique à tout le monde, dans la ferme et dans le pays. Doux, complaisant, de gestes moins lourds que les autres, de manière plus affinée, courageux au travail, habile à se créer des distractions gentilles, les hommes et les femmes l'aimaient. Pierre ne pouvait, à côté de lui, supporter cette supériorité.
Chaque compliment, chaque bonne parole, chaque caresse adressée à Jean retentissait en coups sourds de haine dans le cœur jaloux, dans le cœur lâche du charretier. Pierre avait souvent cherché des querelles à Jean, que celui-ci évitait avec une ironie charmante. Bien souvent, il avait songé à l'attendre le dimanche soir, quand il revenait de la ville, à se jeter sur lui, à lui fracasser le visage avec des pierres, à lui enfoncer sa faulx dans le ventre, à lui briser le crâne à coups de maillet. Mais il redoutait les suites du meurtre. Il n'oserait pas non plus aller trop loin dans l'insulte, car il savait que le maître n'hésiterait pas entre Jean et lui. Et sa place était bonne. La haine accumulée, donc, dans son être exaspéré de ne pouvoir donner à ses énergies condensées un dérivatif autre que celui des clandestines insultes et des anodines querelles journalières. Ce soir-là, dans l'écurie, sur son grabat, il s'étendit, plus mordu, plus étouffé que jamais par la haine, sa poitrine grondait comme une machine trop chauffée, et il serrait les draps de son lit avec des gestes d'étrangleur. Des images de meurtre le poursuivirent toute la nuit, et il ne put dormir. Oh, tuer Jean! Il lui semblait que toute douleur eût tout à coup disparu de son âme. Tuer Jean! Oh, tuer Jean! Il lui semblait qu'il pourrait peut-être après cela aimer les autres, qu'il pourrait peut-être aimer ses chevaux, comme autrefois, ses bons chevaux, qu'il bourrait de coups depuis que Jean lui avait versé sur le cœur le poison de l'universelle haine. Oh, tuer Jean! Alors, au lieu de repousser les rouges images de mort qui le harcelaient, les rouges et fugaces images de mort qui passaient devant lui dans les ténèbres avec d'étranges imprécisions, il s'efforça de leur donner un aspect moins vague, un corps certain, un corps haï. L'aspect et le corps de Jean, égorgé à ses pieds et râlant, et il en éprouva un soulagement. Ce fut comme une goutte d'eau sur les lèvres d'un voyageur mourant de soif. Oh, tuer Jean! Le petit lièvre grandissait. Chaque fois que Jean revenait des champs, il allait porter un peu de lait à l'animal et remettre de la paille fraîche dans le clapier. Il lui disait des choses douces et de petites chansons naïves, comme à un enfant. À la ferme, on aimait le lièvre parce qu'on aimait Jean. Tout le monde demandait à Jean, avec empressement, « Eh bien, et ton petit lièvre ?» Jean répondait avec un bon sourire, « Il vient bien, il boit bien, et il a des yeux bien éveillés. » Pierre détestait le lièvre, parce qu'il détestait Jean, et chaque fois qu'on parlait du lièvre devant lui, une horrible grimace rendait plus hideuse sa tête plate et plus farouche l'expression de lâcheté de ses regards obliques. Et souvent, le soir, comme il s'allait coucher, Pierre répétait à Jean, « Canaille, tu verras que je te ferai ton affaire. » Une nuit, Pierre se leva, ne pouvant plus rester dans son lit. Il alluma la lanterne de l'écurie et sortit dans la cour. Il était nu-pied, en chemise. Il longea le bâtiment où Jean dormait à 7 heures, s'arrêta près de la fenêtre, derrière laquelle était Jean, puis il continua sa route. Les chiens de garde vinrent le flairer et, le connaissant, n'aboyèrent point. Il aurait bien voulu leur donner des coups de pied, mais il craignit leur plainte dans la nuit. Arrivé près du clapier, il s'arrêta de nouveau, puis il se coucha sur la terre, devant un petit grillage, à travers lequel passaient des brins de paille et des mèches d'herbe que la lanterne éclairait. « Canaille, sale canaille !» rugit Pierre entre ses dents serrées, et il ouvrit le grillage, écarta la paille et les herbes, plongea sa main dans le trou. « Je te trouverai bien, sale canaille. Tu as beau te cacher, je te trouverai bien. » Sa main tâtonna quelque temps et ramena enfin quelque chose de mou. Une boule fauve qui présenta à la lumière de la lanterne le petit lièvre. « Dis-moi que tu es Jean, sale bête !» s'écria Pierre, dont l'œil s'alluma d'une joie féroce. Le petit lièvre avait les oreilles couchées. On ne voyait dans son pelage hérissé que la pointe de son museau qui remuait, et son œil noir où la vie semblait chavirer sous un grand vent d'effroi. « Dis-moi que tu es Jean !» répéta Pierre, dont la voix s'étranglait, très basse, très rauque. « Jean, Jean, Jean !» Il approcha le lièvre plus près encore de la lanterne. « Que je te vois mourir. Jean, Jean, car tu es Jean, dis, tu es bien Jean. » Il empoigna le lièvre sous la gorge.
Il y a longtemps que je veux te faire souffrir, que je veux te faire mourir, car tu es Jean, tu es son âme que je hais. » Il serra le lièvre sous la gorge. La tête de l'animal semblait grossir démesurément. Son œil sembla sortir de l'orbite. Et il se débattit dans les doigts de Pierre, et à mesure que la vie s'éloignait, que les mouvements devenaient plus faibles, que l'œil se convulsait, Pierre criait « Ah, enfin, je te tiens, Jean. J'ai ta vie, Jean. Tu ne me feras plus souffrir, Jean. Personne ne t'aimera plus. » Quand le petit lièvre fut mort, Pierre le rejeta dans le clapier, ferma le grillage et rentra dans l'écurie où il se coucha. Les membres brisés, le cerveau vide, il s'endormit profondément, comme un homme sans remords, comme un homme heureux, comme un homme délivré. Enviager. Au bout de 15 ans d'exercice pharmaceutique, Monsieur Latête, pharmacien de première classe, ex-interne des hôpitaux de Toulouse, lauréat de plusieurs académies et sociétés savantes de province, spécialités diverses, médailles d'or, etc., s'aperçut qu'il n'arriverait jamais, en comptant sur les seuls bénéfices de son métier, à doter convenablement ses filles. Et il en avait 5, et en bon père de famille, jaloux du bonheur de ses enfants. Il ambitionnait pour elle de beaux établissements, ambition légitime d'ailleurs, car M. Latête était un homme fort considéré dans sa ville. Adjoint au maire, conseiller d'arrondissement, président du comité de concentration des électeurs indépendants, ami intime du député opportuniste, dont il avait assuré l'élection, fondateur d'une société mutuelle des cyclistes régionaux, secrétaire et trésorier du groupe des archéologues du Sud-Ouest, décoré du mérite agricole, officier d'académie, on le désignait encore à de plus hautes fonctions, à de plus directs honneurs. Honnête, cela va sans dire, partisan de toutes les autorités, respectueux de toutes les lois, défenseur de toutes les institutions établies. C'était de quelque façon qu'on l'envisagea un citoyen modèle. Mais sa maison était lourde. Les dîners politiques, les toilettes de sa femme, l'éducation de ses filles, qu'il voulait parfaite, lui coûtaient gros. Et bien que la pharmacie fût de bon rapport, 100% comme toutes les pharmacies, M. Latête ne parvenait pas à la fin de l'année à mettre de côté tout l'argent qu'il eût souhaité. Il est vrai qu'il avait été malheureux en diverses opérations extra-professionnelles et qu'il avait subi des pertes considérables en spéculant sur le Turc et le Panama, en commanditant des fours à plâtre et une entreprise de messagerie qui n'avait point réussi. Bah, se disait-il, je trouverai bien un jour quelque chose de sérieux. Et il songeait, à l'exemple de quelques-uns de ses confrères, à la découverte de sirops merveilleux et de pastilles magiques. Il découvrit mieux. Souvent venait à son magasin un brave homme, célibataire, sans héritier direct, et qui se plaignait toujours du mal que lui causait l'administration de ses biens. Monsieur Latête l'avait du premier coup d'œil jugé faible de caractère et malade. « Pourquoi ne mettez-vous pas votre fortune en viager ?» lui dit-il un jour. « Vous doubleriez vos revenus, et vous n'auriez aucun tracas. » Mais le brave homme se récria. « En viager ? Ah, bien merci. Ah, mais non, je ne dors pas si bien, on ne sait jamais à qui l'on cède sa fortune. Je ne serai plus tranquille, j'aurai peur. Non, non, il y a tant de gens qui assassinent aujourd'hui, et des anarchistes. » Sans doute, approuva le pharmacien. Et je ne vous conseillerais pas de faire l'affaire avec le premier venu. Diable, c'est délicat, ces choses-là. Mais vous trouveriez quelqu'un de tout repos, un homme sérieux, quoi. Un brave homme, mais il n'en manquera pas. Dieu merci, avec les lois nouvelles, ça vous soulagerait joliment. Allez, plus de responsabilité, de tentation, de convoitise autour de vous. La liberté absolue, la tranquillité complète. Un vrai paradis. Vous pourriez enfin jouir de la vie. Et puis, vous savez, de cette manière, un sou vaut 2 sous, 1 franc, 2 francs, 1000 francs, 2000 francs. Hé hé, sans compter que vous êtes robuste comme un chêne. Moi, interjeta piteusement le brave homme, mais je suis malade, affreusement malade. Je ne dors pas, je ne mange pas. Ta, répliqua M. Latête en haussant les épaules. Ce sont les médecins qui vous racontent des balivernes.
Parbleu, c'est leur métier. Mais moi, qui suis médecin aussi, moi qui juge ce que les gens ont dans le ventre du premier coup d'œil, eh bien, je vous dis que vous vous portez admirablement. Ah, je les enverrai promener, les médecins. Et il ajouta d'un air de regret. Tenez, si comme vous, je n'avais pas de famille à établir, si j'avais une santé robuste, comme vous, et il y a longtemps que j'aurais mis mon bien en viager. Le brave homme s'exclama. Vous, monsieur la tête? Oui, moi, ça je vous le garantis. Et voulez-vous que je vous dise? Je le prends, moi, votre bien. Je le prends à 10% d'intérêt. C'est une folie, je le sais. Mais qu'est-ce que ça me fait? Je suis comme ça. J'aime à rendre service. Vous n'avez pas peur de moi, je suppose. Vous, monsieur la tête? Ah, ça, par exemple. Et le brave homme, dont la physionomie passait en étrange grimace, de l'expression de la plus vive surprise au ravissement, répéta. Ah, ça, par exemple. Le lendemain, monsieur la tête alla rendre visite au médecin qui soignait le brave homme. Il désirait avoir sur ce dernier quelques renseignements confidentiels. Le médecin objecta tout d'abord le secret professionnel. Oh, de médecin pharmacien, argumenta monsieur la tête en souriant. Il ne saurait être question de cela. Et puis, le brave homme est un vieux parent, que j'aime beaucoup. Sa santé m'inquiète vraiment. Il se soigne très mal. Il a des lubies qui pourraient devenir dangereuses. Il faut le surveiller. Voyons, de vous à moi, mon cher maître, qu'en pensez-vous? Eh bien, de vous à moi, répondit le médecin, mis en confiance, je crois que le brave homme a une mauvaise pierre dans son sac. Mon Dieu, avec des soins, avec un régime inflexible, il peut aller comme ça quelques années encore, mais pas d'imprudence surtout. Il a une manie contre laquelle j'ai toutes les peines du monde à le garer. Il veut se purger et il ne connaît que ça. Or, une purgation pourrait lui être fatale. Il y aurait tout lieu de redouter une hémorragie intestinale. Et dame, alors va te promener. Ils causèrent longtemps, en termes techniques, de l'affection du brave homme, discutèrent certaines éventualités et conclurent un régime émollient. Parfaitement, résuma le pharmacien, qui se piquait d'imaginer les plus nobles analogies. Il faut à son vent de la liberté, mais pas de licence. Comme en politique, cher monsieur, acheva le médecin, tous les organismes se ressemblent. Ils fonctionnent par les mêmes besoins et seront par les mêmes causes. En médecine, de même qu'en sociologie. Il faut être ventre gauche, lâcha l'honorable pharmacien en prenant congé. Le soir même, l'affaire était conclue. La semaine suivante, l'acte irrévocablement signé, enregistré selon toutes les prescriptions légales, passait au nombre des choses définitives. En même temps que la fortune sortait par une porte de la maison du bonhomme, la mort y entrait par une autre. 3 jours après, le brave homme, qui ne quittait plus la pharmacie, se plaignait à monsieur la tête. « Ça ne va pas, gémissait-il. Je ne sais pas ce que j'ai. Ma tête tourne. J'éprouve comme des éblouissements. Mon estomac est bizarre et mes intestins s'affolent. Ça ne va pas. C'est le printemps, prononça catégoriquement l'honorable pharmacien. À moi aussi, le printemps produit de ses effets. À tout le monde. Il ne faut pas vous inquiéter. Une petite purgation et tout est dit. Je me suis purgé hier. Il faut vous purger demain. Le brave homme s'effraya. Une purgation? Qu'est-ce que vous me dites? Mais cela m'est formellement interdit. Monsieur la tête ricana. Arbleu, les médecins n'aiment pas les vrais remèdes. Il faut entraîner les choses. Ça se comprend. Enfin, c'est votre affaire, comme vous voudrez. Franchement, insista le brave homme, vous croyez? Une fiole d'eau de vie allemande, un verre à vin, toutes les 10 minutes, voilà ce que je prends. Et le lendemain, frais comme une rose, gai comme un oiseau, fort comme un turc. Eh bien, donnez, après tous, ces médecins en prennent trop à leur aise. Il emporta la fiole. Et quand le brave homme fut parti, monsieur la tête se frotta joyeusement les mains, et à l'idée de la nouvelle qu'il ne manquerait pas d'apprendre le lendemain, il murmura facétieux « Purge légale ».